Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Salut Paul, enchanté de te recevoir pour ce podcast Contribution. Bonjour Paul, bonjour à tous, bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Paul Devendre qui a consacré sa carrière à explorer les mystères et les merveilles des relations humaines. Peut-être vous le connaissez pour sa capacité à allier humour et profondeur pour aborder des sujets qui peuvent parfois être un peu délicats. Il est auteur, conférencier, comédien renommé notamment grâce au succès de ton spectacle, Paul, qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. À la base, rien ne te prédisposait à l'écriture et au spectacle puisque tu es diplômé d'une école de commerce et tu as entamé ta carrière professionnelle en créant une compagnie aérienne. On aura peut-être l'occasion d'en discuter pendant notre échange. Et puis, finalement, après quelques années, c'est une aventure qui a pris fin. Et à ce moment-là, tu as découvert l'univers un peu du marketing relationnel et plus largement du développement personnel. Et tu as eu l'occasion de faire la rencontre de John Gray, qui est l'auteur du best-seller Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et puis après, tu deviens coach et conférencier. Et puis tu as eu la très bonne idée de transformer tes conférences en spectacle. Et c'est là que tu as créé ce one-man show qui a eu énormément de succès et que tu as pu jouer pendant 15 ans. 15 ans, c'est pas rien. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose de sympathique à aller voir. Et après avoir traité pendant toutes ces années le sujet du couple, tu reviens sur scène avec un nouveau spectacle qui s'appelle Du bonheur dans les épinards, qui traite le sujet encore plus fondamental qui est celui de comment être heureux. Je t'interromps 2 minutes, j'ai changé le titre. Ah, tu as changé le titre. Ok. Oui. Ça s'appelle Destination Bonheur. Destination Bonheur, très bien. Voilà, donc Destination Bonheur pour découvrir ce sujet de comment être heureux. Tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages sur les relations humaines, sur le marketing relationnel, mais aussi sur les évolutions du monde et sur la nécessité qu'on a de s'adapter à tout ça. Donc, chers auditeurs, attachez bien vos écouteurs et préparez-vous pour un moment d'inspiration et de réflexion en compagnie de celui qui rappelle que derrière chaque interaction se cache des trésors d'apprentissage. Bienvenue, Paul, sur notre podcast et merci de nous accorder du temps pour ce moment. Ravi d'être avec vous, Sabrina et Nicolas. C'est un plaisir de vous retrouver. Et puis aussi, petite précision encore par rapport à tout ce que tu as dit, je continue Mars et Vénus dans une nouvelle version 2.0 mise à jour et donc je serai en tournée à partir du mois de janvier et février. Donc ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, ça continue. Pour la rentrée 2024. Ok, très bien. Alors on y va. On y va, on démarre nos premières questions. Donc, on peut tous vivre parfois des transitions de vie, des moments qui nous amènent à vivre un tournant. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, de passer à un poste de direction où tu gérais un petit peu la compagnie aérienne, comme on en a parlé? C'est un poste qui était très structuré, très organisé, on imagine avec beaucoup de responsabilités. Et après, tu te retrouves vers une pièce de théâtre qui parle du couple. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est les circonstances de la vie, beaucoup, qui font ça. En fait, après mes études, donc comme tu dis, j'ai eu la possibilité de créer cette compagnie aérienne en Belgique. On était en 87
il y avait le 1er janvier 93 à l'horizon et l'abolition du monopole national dans le transport aérien, la préparation du grand marché unique européen. Et donc, dans cette mouvance-là, on a créé cette compagnie aérienne régionale qui était une magnifique aventure. Et puis, malheureusement, 91, il y a eu la crise du Golfe, qui a été fatale pour nous parce qu'on n'a pas pu surmonter en fait cette crise qui a provoqué une énorme crise dans le transport aérien. Et donc, j'ai dû mettre fin à cette activité. Donc, c'était un peu traumatisant pour moi. C'était une expérience parce que on était une cinquantaine de salariés. J'avais 50 salariés qu'il a fallu licencier en fermeture de cette activité. Et même si j'avais toujours dit à mes salariés, c'est vous qui me faites un cadeau de travailler avec moi parce que je pense que si je vous ai engagé, c'est que je vous crois suffisamment compétent. Et si je vous trouve suffisamment compétent, d'autres aussi le trouveront. Donc, c'est pas moi qui vous fais une fleur en vous proposant un emploi, mais mais malgré tout, en fait, c'était très traumatisant pour moi de devoir dire à 50 personnes comme ça de mettre fin à cette expérience. Et une des parties aussi, ça m'a toujours un peu bloqué par la suite pour engager de nouveau quelqu'un, engager du personnel. Et d'avoir des contrats de salariat et tout ça. Et ça a participé effectivement dans ma recherche de boulot par la suite. J'ai eu cette expérience un peu traumatisante je me souviens quand j'ai dû annoncer que la société n'allait pas pouvoir continuer, on pleurait tous dans l'aéroport et ça c'était très très émouvant. Et donc le marketing relationnel a été pour moi une des clés justement de mon l'attrait que j'ai eu par rapport au marketing relationnel, ça a été de me dire en fait qu'on pouvait être ensemble, mais sans avoir de contrat d'emploi l'un avec l'autre, mais qu'on était quand même une équipe, qu'on était soudés, solidaires, mais avec cette liberté aussi d'être tous indépendants. Tu veux dire sans les liens de subordination, sans hiérarchie, etc. Oui, c'est ça, et sans le fait d'avoir un contrat d'emploi à honorer avec des charges fixes tous les mois. Quand on commence, moi quand je commençais le premier du mois, je savais qu'à la fin, il fallait déjà avoir, je sais plus combien c'était, je crois que on était en francs belges à l'époque, c'était de l'ordre de 2 millions de francs belges tous les mois pour rémunérer tous les salariés. Donc c'est vrai que ça met quand même une petite pression pour l'entreprise et donc dans une obligation d'avoir une certaine performance. Et là, j'ai trouvé dans le marketing de réseau vraiment le fait que ce soit très sympa en fait justement de ne pas avoir cette contrainte-là. Eh bien, nous, tu sais qu'on a développé ce type d'activité pendant une vingtaine d'années et on a eu l'occasion notamment de te faire venir intervenir sur la notion du couple. Alors, tu as choisi l'humour pour traiter ce sujet depuis des années. Nous, ça nous intéressait parce que beaucoup de gens font cette profession en couple et on s'est présenté devant toi tous les deux, tu vois, exprès. Et pendant tes spectacles, sur toutes les anecdotes que tu fais sur les couples, est-ce qu'il y en a une ou deux qui ressort et qui fait souvent rire ton public parce que tout le monde s'identifie ou se retrouve là-dedans? Oui, il y en a beaucoup. En fait, peut-être pour continuer par rapport à la transition, que la première question de Sabrina, c'est comment est-ce que je me suis retrouvé sur scène justement avec Mars et Vénus. Donc la transition a été par le marketing relationnel où j'ai commencé à m'interroger. En même temps, tu vois, j'ai un côté, je me disais, j'avais vu quand même les limites du système, justement politico-financier dans lequel j'étais, même si c'était très sympa. Il y avait quand même des petits trucs qui me perturbaient. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen de vivre sa vie professionnelle autrement. Et puis les choses qu'on me proposait n'avaient pas non plus le sel de ce que j'avais pu goûter dans cette première expérience professionnelle. Donc j'étais vraiment dans un questionnement. Et en fait, je suis tombé sur une petite annonce dans les alumni de mon ancienne université, de mon université. Et donc j'ai été attiré par le marketing relationnel. Et puis tu sais, j'en ai écrit des bouquins et tout ça. Et puis en fait, dans ce parcours personnel là aussi, j'ai été aux États-Unis. J'ai fait Anthony Robbins à Hawaï, il y avait 25 ans, tout maintenant 30 ans. Et vraiment, et dans les intervenants là-bas, il y avait John Gray qui venait de sortir son fameux Mars et Vénus. Et là, j'ai adoré ce que j'ai entendu parce que je me suis dit, je comprenais plein de trucs justement dans le fonctionnement masculin-féminin et tout. J'avais déjà entendu parler du yin, du yang, de l'animal, de l'animus, tu vois, un peu tous ces trucs-là. Mais là, la vraie nouveauté pour moi, c'était vraiment l'aspect concret de ce que ça pouvait représenter dans les interactions au quotidien avec ma femme, mes enfants, etc. Donc, j'ai adoré tout ça. J'en ai fait des séminaires, des conférences. Et puis, en 2006, j'ai créé
ce spectacle parce que tous les gens trouvaient ça marrant la manière dont j'abordais ce thème. Ils disaient il faudrait que tu fasses du café-théâtre et tout ça. Et moi aussi, j'avais une envie de faire un peu de la prévention parce que très souvent dans mes séminaires, je voyais que les gens arrivaient, il était déjà très tard, ils avaient déjà accumulé pas mal de ressentiments les uns par rapport aux autres. Et je me disais, ce serait chouette de pouvoir toucher des gens avant qu'ils soient avant qu'il soit trop loin, quoi. Et donc l'idée du spectacle m'a paru intéressante et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. Et donc au niveau des petites anecdotes, il y en a, il y en a plein. Hein. Le côté, un des trucs qui est marrant, c'est les mecs qui sont pas capables de faire deux choses à la fois. Bien souvent, je donne l'exemple du gars qui est debout devant l'eau des pâtes en attendant que l'eau bout. Nous, ça nous fait rire. J'imagine que tu as vu 1 milliard de millions de fois des couples se donner des coups de coude pendant tes conférences. Ouais. Non, c'est ça qui est très marrant. C'est vraiment de voir. L'idée, c'est de pouvoir rire ensemble. Souvent, on pense qu'on est les seuls à vivre ces situations-là, et puis quand on est ensemble, en rire, et ça permet un peu de décontraction et justement parce que c'est pas tellement le problème, n'est pas tellement ce que l'autre fait ou ne fait pas, c'est l'interprétation qu'on va donner à ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas. Et très souvent, en fait, ça nous énerve parce qu'on pense que un être normalement constitué comme nous devrait réagir comme nous on aurait réagi dans les mêmes circonstances, évidemment normales. Sauf que c'est pas le cas. Et donc, si on le sait juste que c'est parce que, ben voilà, parce qu'on est différent, et puis voilà, c'est pas lié à nous, ou c'est pas contre nous qu'il ou elle fait les choses différemment. Ça permet d'avoir une petite distance qui permet d'avoir un peu plus d'indulgence par rapport à ces petits trucs qui nous énervent. Et alors, après toutes ces années d'investigation, est-ce que tu peux nous dire la vérité? Qui de l'homme ou de la femme est le plus complexe à À gérer. comprendre? On a des complexités différentes, c'est ça qui est sympa justement, c'est de pouvoir et je pense que toute l'idée aussi c'est qu'il y en a pas un qui est bien, l'autre qui est mal, ou bien pas un qui est meilleur, l'autre qui est moins bien. En fait, et c'est pour ça qu'on veut l'égalité évidemment parce qu'on en a marre d'être supérieur ou inférieur. Et l'idée évidemment quand tu es inférieur, tu en souffres. La position du supérieur n'est pas non plus toujours très très intéressante. Et donc l'idée c'est de sortir justement de cette lutte-là pour comprendre nos complémentarités en se disant que il y en a pas un qui est meilleur ou moins bien, c'est juste deux manières différentes de fonctionner avec des avantages et des inconvénients. Et ça permet d'avoir un regard avec plus de tendresse et de bienveillance vis-à-vis de l'autre. C'est certain. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre les relations interpersonnelles entre les couples et celles qu'on a aussi dans la construction d'un réseau, dans le marketing relationnel. Si je peux revenir sur ce sujet, qui a été le sujet d'une transition, d'une découverte pour toi, d'un nouveau modèle économique, d'une autre voie. Quels sont les atouts de ton point de vue de cette profession aujourd'hui, en 2023? Est-ce que c'est aussi attrayant qu'à l'époque où tu l'as découvert? Je pense, j'ai vraiment le sentiment que ça reste une manière fabuleuse de travailler ensemble. Je te dis, j'aime bien l'idée d'être interdépendant. Donc on est dépendant d'un groupe, mais on est aussi indépendant personnellement. Tu vois, c'est nous qui fixons nos objectifs et tout ça. Je pense que dans la société dans laquelle on est, où on a justement envie de combiner plusieurs activités, d'être maître de son temps et de sa vie, cette activité-là rentre totalement dans les aspirations personnelles de chacun pour d'avoir un certain contrôle de soi, de son temps et tout. Et je pense aussi qu'on est dans l'ère du temps vis-à-vis de la société, parce qu'on le voit avant, tous les gens allaient chercher leurs produits dans les grandes surfaces et tout. On voit maintenant avec le développement des ventes en ligne et tout que les habitudes d'achat ont complètement changé. Et je pense que la manière de fonctionner en marketing relationnel correspond tout à fait à ce qui était pressenti dans les années 90, où c'était le début du téléphone portable et c'était encore le Minitel à l'époque, hein, sans Internet. Et je pense que toute l'évolution technologique de ces dernières années va vraiment dans le sens du développement de cette activité. Et donc, on a décidé ensemble de republier, de rééditer un ouvrage qui a fait plus de 32 000 exemplaires, je crois. Donc, le marketing relationnel, j'ai que l'ancienne édition encore, puisqu'elle est à l'impression. Qui était ton livre de chevet, alors j'ai... C'était mon livre de chevet, effectivement. Donc, est-ce que... Alors, j'ai eu le plaisir de faire la préface de la nouvelle édition. On a revisité un peu le livre pour pouvoir l'adapter au statut et puis aux évolutions
des médias sociaux, etc. Ce livre était sorti pour la première fois en 2006, grand succès. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu peux nous présenter ce petit bouquin? Mais en fait, j'ai écrit en 95. Donc quand j'ai commencé à pratiquer le marketing de réseau, il y avait que de la documentation américaine, des bouquins américains, et l'idée c'était enfin, je vais caricaturer un petit peu, mais c'était l'idée gagner de l'argent sans rien faire, vous allez être heureux, aller vivre sur une plage de sable blanc et profiter du travail des autres, quoi. C'était un petit peu en construisant un grand réseau. Et par mon parcours universitaire, mais mon activité antérieure, et puis dans mon univers familial où il y a beaucoup de gens d'universitaires et tout, etc. Tous les gens me disaient mais qu'est-ce que c'est que ton truc? C'est une vente pyramidale, c'est pas légal. Enfin, on descendait tout et je n'avais pas de j'avais pas d'outils pour expliquer en fait vraiment ce marketing de réseau et je voyais pas et pourtant enfin je pressentais des choses mais sans pouvoir l'expliquer de manière un peu structurée justement à mon entourage qui était un petit peu sceptique. Euh, et c'est ça qui m'a amené en fait à écrire ce premier livre en 95, qui s'appelait L'avenir de la vente multiniveau en Europe. Euh, et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte vraiment que qu'on avait besoin d'outils. Nous, les distributeurs, on avait besoin d'outils pour présenter ce métier de la manière la plus enthousiaste, mais pas utopique, quoi. Tu vois, et donc avec aussi que de le voir de manière sérieuse, de l'envisager véritablement comme un métier, comme une activité, et pas comme un truc, un feu de paille qui va passer en 2 minutes. Et donc c'est suite à ce livre-là qui avait été épuisé quelques années plus tard. Donc parce qu'après je suis justement avec Mars et Vénus et tout ça, je suis parti dans d'autres trucs, mais le marketing relationnel était toujours important pour moi et donc en 2006, Yannick m'avait proposé de refaire un petit bouquin, et donc c'est comme ça que ce livre, le marketing relationnel, est ressorti, parce que je trouve que oui, c'est extrêmement important de pouvoir présenter ce métier de manière positive, mais sans être non plus en restant quand même un petit peu objectif euh, par rapport à ça et en apportant des vraies informations. Et toi, à l'époque, il y avait fait Popcorn qui avait introduit sur les tendances socio-économiques et tout. En fait, moi, je suis passionné par les évolutions sociétales dans lesquelles on est aujourd'hui. Et je me rendais compte vraiment que le marketing de réseau le relationnel entrait vraiment dans cette tendance forte de fond de la fin de l'emploi, les problèmes des retraites qui sont en train d'arriver, qui sont de plus en plus importants. Le questionnement sur soi, sur le fait de vouloir prendre sa vie en main, en fait, toutes ces questions-là n'ont pas arrêté de se développer. Mhm. Bah pour nous, en tout cas, ça a été un outil fondamental qui a amené des prises de conscience à des milliers de personnes. Et c'est pour ça qu'on est heureux de voir cette nouvelle édition. Non, je suis ravi que ce projet continue et que oui qu'on puisse qu'il puisse soit de nouveau accessible en tout cas. Exact. Ouais, ouais, c'est un outil qu'on utilisait au quotidien pour Tout à fait. expliquer concrètement le métier et le principe de ce business. Et je pense que l'idée aussi, c'est vraiment d'essayer de garder ça le plus simple possible. Parfois, c'est compliqué d'expliquer les choses de manière simple, donc ça demande un petit peu, mais j'ai vraiment essayé de le faire vraiment pour que ça puisse se lire en une demi-heure et qu'on ait vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça, en englobant un peu justement pourquoi le métier, pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que ça me correspond ou pas, quels sont qu'est-ce que je peux en attendre et quels sont les risques que je prends en me lançant et aussi un peu qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse moi pour mettre les chances de mon côté, les meilleures chances de mon côté pour réussir. Et je pense que c'est plus facile aussi d'avoir un outil indépendant pour présenter la chose. C'est ça aussi, je crois que l'idée, c'est de rendre la vie du distributeur la plus facile possible aussi. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de dire tiens lis ça puis on en reparle plutôt que d'essayer soi-même de convaincre ou de présenter de présenter la chose. Mais ça, de nouveau, maintenant, grâce à Internet, aux films, etc., YouTube, enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui de présentation qui sont accessibles. Mais je crois que le livre reste encore un très très bel outil. Tu parlais tout à l'heure d'évolution sociétale. En 2020, tu as écrit un livre qui s'appelle La parabole du kayakiste, qui, à travers une image
avec un kayak, un barrage, un lac, une rivière. Tu expliques pourquoi le contexte économique et sociétal nous pousse à revoir nos priorités et pour qu'on puisse s'adapter au monde qui évolue, à la société qui change. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet et comment toi tu fais pour justement surfer sur les vagues de notre époque? Ouais. Mais c'est cette idée du barrage, en fait, elle vient, elle est très très ancienne. J'ai écrit un livre, c'était en 98, un peu après en fait, c'est un peu après mon livre, le marketing, l'avenir de la vente multiniveau en Europe. Il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, tout ce que tu racontes dans ce livre-là peut aussi intéresser des gens qui ne sont pas a priori intéressés par le marketing relationnel. Et donc, c'est pour analyser toutes les tendances socio-économiques, justement, les évolutions, les habitudes d'achat et tout ça. Donc, j'ai enlevé la partie marketing relationnel et j'ai plus développé cette partie sociétale à travers l'image d'un kayak et d'une rivière. Et là aussi, en fait, quelques années plus tard, des gens m'ont dit, mais ce livre-là a transformé ma vie, ça m'a vraiment aidé à vraiment comprendre où j'en étais, où je me sentais perdu, je ne parvenais pas à l'expliquer de nouveau. J'aime bien parler en termes d'images, afin d'avoir des métaphores simples. Je trouve que c'est une image vaut mille mots. Et donc là aussi, j'ai remis à jour en fait ce livre. C'est une grande remise à jour en fait de tous mes bouquins. Tu vois. Euh, et la parabole du kayakiste, l'idée en fait en deux mots, c'est de comprendre que si on imagine que la vie est une expédition en kayak sur une rivière de montagne, la rivière c'est sympa, mais c'est parfois aussi un peu dangereux parce qu'il y a des courants, des rapides, on peut être pris dans les tourbillons, etc. Et en fait, l'être humain oscille toujours en fait entre deux besoins fondamentaux contradictoires. D'un côté, un besoin de sécurité et d'un autre, un besoin de liberté. On a envie d'aller où on veut, on a envie si tout était connu, on deviendrait fou. Si on connaissait l'heure de notre mort et tout, ce serait horrible. Donc on a besoin d'une part d'inconnu, mais quand même dans le confort d'une certaine sécurité. C'est pour ça qu'on a envie d'aller au bout du monde, mais en voyage organisé. On a envie euh, on va voir un film, mais on a envie d'avoir peur, mais dans le cadre de la sécurité d'une salle de cinéma, quoi. Donc on est et donc entre ces deux besoins, donc d'un côté c'est vrai que si on est dans la liberté, il y a le courant, le rapide, etc. Mais on peut se cogner contre un rocher, l'eau est parfois froide. Et donc pour pallier à ça, après la Deuxième Guerre mondiale, on a construit un barrage sur la rivière de la Vie parce qu'on avait été tellement, on est passé par les chutes du Niagara après la Deuxième Guerre mondiale, et donc on avait vraiment le besoin de sécurité était vraiment beaucoup plus important. Et on s'est dit, on va construire un barrage sur la rivière pour vivre sur un grand lac protégé des courants et des rapides. Et quand le niveau du lac a monté pendant les 30 glorieuses, parce qu'il y avait la croissance économique et tout, on a eu de plus en plus de place sur le barrage, et donc c'était très sympa. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Mais depuis quelques années, malheureusement, il y a plein de fissures dans le barrage, et le barrage le niveau du lac est en train de descendre. Et toute l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que la vie sur le lac a peut-être été belle, mais maintenant elle n'est plus possible. On se retrouve comme à marée basse, il y a plein de barques qui se trouvent dans la vase échouées. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que la rivière continue toujours à couler en bas du barrage et que son changement sociétal aujourd'hui, c'est en fait de reprendre le risque de repartir dans la rivière. Mais pour ça, il faut justement être un petit peu armé. Les besoins ne sont pas les mêmes sur le lac ou dans la rivière. On a besoin d'un kayak un peu qui soit maniable, hein, qui soit léger, et donc agile. Et donc c'est toute et la sécurité maintenant est plutôt une sécurité intérieure que l'on doit avoir, de se dire qu'on est capable de franchir les passages et les rapides, plutôt qu'une sécurité extérieure qui était liée justement au fait d'être protégé par un barrage qui ne protège plus grand monde aujourd'hui. Et on avait eu l'occasion de te solliciter pour nous parler de ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne laisse personne indifférent, cette image, quelle que soit sa situation, parce qu'on est dans un monde en pleine mutation avec beaucoup de mouvements. Et ça amène ce kayak vers ce sujet que tu vas traiter dans ton prochain spectacle, donc Destination Bonheur. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce sujet, parce que le bonheur, c'est un sujet, il y a des milliers de citations. Un rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur de Walt Disney. C'est un sujet qui est très subjectif. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être permanent? Est-ce que c'est une décision? Donc, justement, vu que tu vas en 2024, je crois, faire tes premières prestations, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ta perception, ta vision du bonheur et comment tu vois les choses? Oui, en fait, c'est le prolongement de cette réflexion du kayak et du barrage.
Et donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est que il faut inverser notre pyramide de Maslow. Euh, la pyramide de Maslow était donc pendant les 30 glorieuses, comment est-ce qu'on a construit notre vie? L'idée c'était, trouve d'abord, c'est ce que nos parents nous ont dit, trouve d'abord un emploi, ça te permet d'avoir une sécurité. Après ça, tu pourras avoir des enfants et fonder une famille qui serait heureuse parce qu'il y aura la sécurité de la parcelle que tu as sur le barrage. Et puis toi, tu pourras être fier de toi si jamais tu parviens à préserver ta parcelle et à la faire agrandir tout au long de ta vie. Et donc ça, cette manière de fonctionner a été bonne pour plein de gens. Quand il y avait le plein emploi, ben on trouvait un emploi. Si on en avait marre, on changeait d'emploi, mais enfin c'était assez facile. Mais le problème de construire sa vie comme ça, c'est qu'il faut absolument que la sécurité matérielle soit garantie. Et moi, en fait, quand j'ai perdu mon emploi à 30 ans, après ma compagnie aérienne, en fait, c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. Parce que je perdais bien plus qu'un salaire, parce qu'en fait, la moitié de mes relations provenaient de mon environnement professionnel, et donc je pouvais rayer d'un seul coup la moitié de mon carnet d'adresses, et l'autre moitié, je ne les avais plus contactées parce que j'étais occupé à agrandir ma parcelle, à m'occuper d'avoir le plus d'argent possible, de gagner. Donc je m'occupais plus des autres, et donc j'ai plus personne. Et puis moi, je m'étais tellement identifié aussi à mon poste de PDG que j'en étais venu à évaluer ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, quand j'avais plus d'emploi, en fait, j'étais plus rien. Et à mes yeux, je valais plus rien. Et donc, mes 3 blocs étaient écroulés par terre. Et c'est là où je me suis rendu compte peut-être qu'il y avait une autre manière de vivre, c'était d'inverser la pyramide. Et aujourd'hui, de partir de soi. Quels sont tes rêves, quels sont tes importants, qu'est-ce qui est important pour toi? De là, tu te trouves avoir une relation bienveillante avec toi. Pour moi, c'est ça le bonheur, en fait. C'est vraiment être en capacité d'avoir une relation amicale et bienveillante envers soi. Une fois que tu as ça, une fois que tu es bien avec toi, tu es mieux avec les autres. Et puis l'argent et cette sécurité devient une conséquence, mais n'est pas le but de ce qu'on fait dans la vie. Une conséquence importante. Hein, je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir cette sécurité, justement, il faut prendre le risque de partir de soi. Avant, tu pouvais faire n'importe quel boulot et puis voilà, tu étais payé et puis tu pouvais fonctionner avec cette pyramide de Maslow telle qu'elle a été construite dans les années 60. Mais aujourd'hui, ça devient très risqué de construire sa vie comme ça. Et de nouveau, le marketing relationnel permet et propose justement cette inversion de la pyramide de Maslow, de repartir avec dans le kayak, avec d'abord le soi comme base, et puis les relations viennent parce que tu es suffisamment justement habité par ce que tu fais que tu vas avoir des gens avec toi qui auront envie de te suivre, pas parce que mais pas parce que tu dégages quelque chose qui va leur donner envie d'être avec toi, que tu vas leur apporter quelque chose. Et puis tu vas être capable de vendre des produits, tu vas créer un réseau, et donc tout ça, ça va être la conséquence en fait de tout ce que tu as construit. Mais on le voit aujourd'hui, plein de jeunes sont dans cette optique-là maintenant. On voit des jeunes qui sont en deuxième année en licence de droit qui arrêtent leurs études pour faire de l'ébénisterie ou un CAP de boulangerie ou des choses comme ça. Enfin, donc on est parti vers ça. Le risque que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, c'est que l'idée d'avoir ce bloc de la relation à soi, cette relation bienveillante envers soi, c'est pas juste penser à soi et s'en foutre des autres, c'est vraiment d'avoir un travail d'acceptation de soi-même par rapport à une petite voix toxique qu'on a tous à l'intérieur de nous, et qui n'arrête pas de nous critiquer, de nous saboter. Et quand cette petite voix toxique est présente, liée à nos enfances, à nos blessures, etc., en fait, quand on a cette petite voix-là, le risque, c'est qu'on va essayer de remplir ce réservoir d'estime de soi ou d'amour de soi de l'extérieur, en cherchant, en quémandant l'amour ou l'admiration des autres par tous les moyens possibles. Regardez ce que j'ai fait, regardez comme j'ai réussi ça, regardez comme je fais ça, regardez comme je fais bien ça, regardez sur Insta mes photos. Et donc en fait, quand on essaie de remplir le réservoir de l'extérieur, alors ça fonctionne un moment, mais le problème c'est que notre petite voix toxique est toujours là pour nous rappeler à l'ordre en disant mais non, arrête de rêver, reste à ta place, ça n'ira pas, ça marchera pas, etc. Et donc en fait, on est constamment obligé d'aller remplir le réservoir par l'extérieur pour essayer d'avoir un peu de bien-être en soi.
Et, euh, et toute l'idée pour moi, du bonheur, justement, c'est en fait, c'est de faire rejaillir la source intérieure qu'on a à l'intérieur, qu'on a en chacun de nous. Cette petite voix-là qui va nous transformer en disant je suis capable, j'ai toute ma place dans ce monde, je suis digne d'amour. Et donc c'est ce travail personnel-là de faire rejaillir notre source intérieure plutôt que d'être dépendant du regard des autres pour faire quelque chose. C'est un petit peu subtil, mais c'est une notion qui est pour moi essentielle dans la compréhension en fait de ce que c'est la relation à soi. C'est pas un retour égoïste sur soi. C'est être bien avec soi pour être mieux avec les autres. Bah, de toute façon, c'est un sujet subtil mais important pour être heureux, prendre conscience de cette petite voix. Tout le monde n'en a pas conscience, puis il y en a même plusieurs. Il y en a une négative, le petit démon, puis il y a le petit ange de temps en temps qui vient t'encourager. Et il faut qu'il soit là beaucoup plus souvent, le petit ange. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle. On rencontre tous sur le chemin du bonheur des petits moments plus difficiles, des obstacles et un peu plus d'adversité. Comment est-ce que toi, tu réagis dans ces moments-là quand il faut peut-être rebondir ou passer ce moment de transition? Est-ce que tu as des techniques particulières? Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Euh, c'est l'histoire d'un fermier qui un jour découvre que son cheval a cassé la clôture et s'est enfui. Alors, les voisins disent mauvaise nouvelle. Et le fermier répond bonne ou mauvaise, difficile à dire. Le lendemain, en ouvrant ses volets, il voit que son cheval est revenu accompagné de 4 juments sauvages. Là, les voisins disent bonne nouvelle. Hein. Le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire. 2 jours plus tard, le fils du fermier essaye de monter une de ses juments. Elle se cabre, il tombe et il se casse la jambe. Là, les voisins disent mauvaise nouvelle. Et le fermier répond bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et une semaine plus tard, des soldats se présentent à la ferme pour enrôler de force tous les jeunes de la région. Mais voyant le fils blessé, ils passent leur chemin. Et là, les voisins disent bonne nouvelle. Et le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et pour moi, en fait, cette philosophie-là, c'est que dans la rivière, il n'y a peut-être ni bonne ni mauvaise trajectoire. En fait, mais juste une succession d'événements plus ou moins tristes ou joyeux dont on a parfois la maîtrise et parfois pas. Et qu'il faut simplement apprendre à apprivoiser du mieux qu'on le peut. Et c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est être capable de vraiment d'être dans l'instant et essayer vraiment de dire, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. On a souvent une vision d'un événement qui va nous apporter le bonheur ou le malheur, alors que peut-être en fait c'est une difficulté, c'est la difficulté qui va nous permettre d'arriver aussi quelque part à une bonne nouvelle aussi après. Et donc c'est cette succession-là que j'essaye d'apprivoiser au mieux par rapport au haut et au bas qu'on rencontre tous. Et donc, après tout ce parcours riche et dense d'expériences diverses et variées, imagine, Paul, que tu puisses revenir en arrière et t'adresser à Paul Devendre qui a 20 ou 25 ans. Est-ce que tu lui donnerais un conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais avec ton expérience d'aujourd'hui? Après mes études, j'avais 2 propositions d'embauche. Il y avait Unilever, qui est une boîte que peut-être pas beaucoup on connaît pas le nom, mais en fait elle commercialise des centaines de produits de grande distribution, comme le thé Lipton, la lessive Persil, enfin tout ça. Et donc dans laquelle il est possible de rentrer et de faire carrière en gravissant rapidement tous les échelons. Et puis la deuxième opportunité, c'était cet homme d'affaires suisse qui me proposait de créer une compagnie aérienne à Liège. Euh, Évidemment, ma mère voulait que je prenne Unilever, la sécurité, le truc, etc., par rapport à un projet qui était moins risqué et tout. Et j'en ai parlé au DRH, je sais pas comment, mais j'ai eu la possibilité d'aller en parler au DRH d'Unilever en disant voilà, j'ai les 2 possibilités. Normalement, aucun étudiant ne le voyait. C'était un gars il était le DRH Benelux d'Unilever et ça, mais je sais pas comment je suis arrivé à pouvoir m'entretenir avec lui. Et, euh, et lui, il m'a conseillé d'aller de prendre Air Excel, de prendre la compagnie aérienne. Et à ce moment-là, en fait, quand je l'ai entendu, j'ai vraiment ressenti qu'il aurait bien aimé qu'il était en fin de carrière, tu vois, il a fait une très belle carrière chez Unilever et tout. Mais vraiment, quand il m'a donné ce conseil-là, je me suis dit, ok, j'ai ressenti qu'il aurait bien aimé que quand il avait mon âge, quelqu'un lui donne ce conseil-là, en fait. Et donc c'est l'idée, voilà. Je trouve que ouais, ça me paraît important de prendre un risque. Et peut-être une des phrases qui me touche beaucoup pour le moment, c'est le fait de dire que la, notre peur de mourir nous empêche souvent de vivre. Euh, et donc, moi, je serais plutôt dans l'idée, tiens, ben, vas-y, quoi. Vas-y, fais-le, essaye, et puis
et puis tu vois, tu verras ce qui arrive. Mais je serais, oui, maintenant Paul dirait au jeune Paul de 25 ans, t'as bien fait de prendre les risques que t'as pris. Parfois tu t'es planté, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les prochaines années qui arrivent? Alors, les prochaines années qui arrivent, il y a pas mal de projets. J'ai des projets dans l'énergie, j'ai des projets dans la santé, et puis il y a un autre projet aussi que j'aime beaucoup, je vais faire Mars et Vénus en anglais. Euh, et donc je vais commencer à Paris au mois de janvier. Et puis et j'ai envie vraiment oui, voilà, de continuer à partager ces messages-là, et le spectacle sur le bonheur aussi. Enfin, en fait, pour tout vous dire, je crois que je suis en train de changer un petit peu de mon fusil d'épaule. C'est peut-être pas spécialement parler du bonheur, mais surtout de parler en fait de générations qui ont du mal à se comprendre aujourd'hui. Les jeunes et les vieux ne se comprennent plus parce que justement il y a cette inversion de la pyramide de Maslow. Et je pense que je vais plus articuler le spectacle. Maintenant, je suis en train de le réécrire justement pour essayer vraiment d'être dans cette logique-là, dans cette double logique de l'inversion de la pyramide de Maslow. Donc il y a encore plein de choses à faire. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver et physiquement dans les prochains événements et numériquement. Est-ce que tu as sur les réseaux sociaux, tu es présent, un site internet? Là, je suis pas très bon aux réseaux sociaux. Il faut que je progresse un peu là, un peu là-dessus. Mais j'ai mon site Paul de Vendre, et puis il y aura en janvier, je pars en tournée Mars et Vénus 2.0. Là, vous pouvez suivre sur ma page Facebook et sur Insta les hommes de Mars et femmes de Vénus ou Paul de Vendre. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens pour que les Ouais. gens puissent aller te découvrir un peu plus s'ils ne te connaissent pas ou aller chercher les infos. La question finale de ce podcast, puisqu'il s'appelle Contribution, de ton point de vue, que représente ce mot contribuer, contribution, Paul, pour cette question finale? Mais contribuer, c'est un mot qui est important pour moi. C'est toute l'idée justement, moi, tout ce que je fais par rapport à justement aux diffusions de mes idées, de Mars et Vénus ou du bonheur, tu vois, de toutes ces notions-là, c'est vraiment d'essayer d'apporter ma petite pierre justement pour que les gens puissent mieux se comprendre, puissent mieux s'entendre. Euh, et mieux oui, se comprendre eux-mêmes, mieux comprendre les autres, et qu'on soit vraiment dans une idée. Donc moi, l'idée de la contribution, c'est ça, c'est apporter sa petite pierre à l'édifice et puis voir ce que la rivière nous propose comme parcours et comme découverte. Mais de nouveau, c'est en conséquence avec la pyramide bien construite, c'est en partant de soi, justement, de cette envie de contribuer, tu peux récolter des trucs qui sont très sympas, mais c'est pas le but. L'idée, justement, c'est d'être dans la contribution et de pas penser à ce que tu peux recevoir en retour, en échange. Merci Paul pour ce moment de partage, et Merci beaucoup. je suis sûr que ce passage va interpeller les gens qui nous écoutent. On te souhaite une bonne continuation et on te retrouve en 2024. Ouais. Dans le marketing relationnel, n'oubliez pas de le lire. Le Et oui. marketing relationnel qui sort, oui, effectivement, si ça vous interpelle de comprendre ce que c'est que cette profession, parfois avec des a priori ou des préjugés, n'hésitez pas à vous procurer cette petite pépite, le marketing relationnel. Salut Paul, on te dit à très bientôt. Merci beaucoup.